Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Le thème que je vais aborder est un peu, je dirais, anthropologique, aussi sociologique. Mais il y a quand même aussi des éléments historiques là-dedans. C'est, disons, la vision du mariage en Afrique et la vision du mariage en Occident. Nous et puis les Occidentaux, nous Africains et les Occidentaux, nous n'avons pas la même vision du mariage. En Afrique, le mariage est une alliance matrimoniale de deux familles. C'est une alliance matrimoniale de deux familles, dont un couple, un homme et une femme, sont le noyau. Je répète, en Afrique, le mariage est une alliance matrimoniale de deux familles, dont un couple, c'est-à-dire un homme et une femme, sont le noyau. Et donc, quand le mariage est fait, c'est deux familles qui deviennent des familles alliées. Et cet aspect-là, en Afrique, ne se perd jamais. Malgré la grande urbanisation, cet aspect demeure. Et je m'en réjouis. Parce que alors le couple sait qu'il n'est pas isolé. Voilà. Qu'il a en présence les deux familles qui veillent sur lui, sur le couple, je vais dire. Deuxième chose, en Afrique, c'est l'homme qui apporte la dot. Vous verrez qu'en Occident, c'est le contraire. En Afrique, c'est l'homme qui apporte la dot. Au plan spirituel, beaucoup de peuples africains, je ne parle pas de ceux qui ont été islamisés, qui ont été influencés par des traditions arabes qu'ils ont confondues avec l'islam. Ce n'est pas de ça que je parle. En Afrique traditionnelle, au plan spirituel, la femme apporte le sang. Voilà. Dans la descendance du couple, c'est la femme qui apporte le sang aux descendants, aux enfants. Et l'homme apporte l'esprit aux descendants, à leurs descendants. C'est pour ça que les cultes pour la protection des enfants, de la descendance, venaient du mari, ça venait de l'époux, ça vient de l'époux. Oui. Cet aspect de la protection spirituelle vient de l'époux, parce que c'est l'époux qui apporte l'esprit aux descendants. La mère apporte le sang. Oui, la mère apporte le sang. D'ailleurs, c'est pour ça que les Africains estiment que le lait maternel est un autre aspect du sang que la mère apporte à l'enfant. Vous voyez, c'est comme ça. Et puis aussi en Afrique, pour la protection des enfants du couple, le lévira était pratiqué. Les anciens hébreux, enfin les hébreux pratiquaient le lévira. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si l'époux meurt, son héritier, son parent, peut devenir époux de la veuve si elle veut bien. Et ça, ici, elle veut bien. Ce n'était pas une obligation. Si elle veut bien. C'était comme ça. Alors aujourd'hui, on voit un peu partout, on accuse les Africains de mariage forcé, etc. Non. En Afrique traditionnelle, il n'y avait pas de mariage forcé. Ce n'est pas vrai. Il n'y avait pas de mariage forcé. Ça, moi, je vous le dis, il n'y avait pas de mariage forcé. Voilà. Le mariage forcé, là, ça s'est introduit avec l'arabisation à travers l'islam de certains peuples. Sinon, le mariage en Afrique traditionnelle n'est pas forcé. Je le répète. Le mariage en Afrique traditionnelle n'est pas forcé. Voilà. Même les peuples qui ont été beaucoup islamisés, anciennement, avant leur islamisation, chez ces peuples-là, le mariage n'était pas forcé. C'est l'arabisation. La mauvaise compréhension de l'islam avec l'arabisation, c'est ça qui a entraîné le mariage forcé chez certains peuples d'Afrique. Voilà. C'était comme ça. Sinon, le mariage n'était pas forcé. Voilà. Et donc, le lévira était pratiqué. Voilà. Si l'époux est décédé, un de ses héritiers
C'est-à-dire, quand on parle d'héritier, là, c'est dans sa famille, hein, à lui. C'est dans sa famille à lui. Son frère, utérin en général, peut devenir l'époux de la femme. Et ainsi, les enfants sont mieux protégés. Voilà. Parce que lui, il sait que les enfants là, qui sont en fait dans le langage européen, ses neveux, ce sont ses enfants, lui, parce que ce sont les enfants de son frère. Voilà. Ce sont les enfants de son frère. Ils répondent du même esprit que lui. Voilà, vous voyez. Donc c'est cela. Donc, le lévira était pratiqué, tout comme on a vu le lévira était pratiqué par les Hébreux, qu'il ne faut pas oublier, ont séjourné longtemps en Égypte antique. C'était aussi pour la protection de la femme et pour la protection des enfants. Et puis quoi? Les deux familles veillent sur le couple. Quand il y a des conflits au sein du couple, c'est les familles qui règlent cela. Et comme il y a l'autorité de la famille, il y a l'autorité de la famille. Donc, ce qui fait que le couple, chacun, comme on dit, met de l'eau dans son vin. Il n'y a pas ce comportement systématique, mais chacun met de l'eau dans son vin. Voilà, c'est comme ça. Parce que, à la base, il ne faut pas rompre l'alliance qu'il y a entre les deux familles. Voilà, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la séparation, ça met en mal l'alliance entre les deux familles. Vous voyez. Et donc, les familles faisaient en sorte que le couple demeure, hein, et vive ensemble jusqu'à ce que ce soit la mort qui les sépare. Voilà. C'était comme ça en Afrique. Voilà. Maintenant, voyons ce qui se passe en Occident. Ou ce qui s'est passé aussi et qui se passe en Occident. En Occident, les familles princières, c'est-à-dire les familles dirigeantes, anciennement qui dirigeaient les royaumes, qui dirigeaient les principautés, qui dirigeaient les duchés, etc., ou les comtés, ces familles-là se mariaient, enfin, leurs enfants, leurs fils et filles se mariaient pour des raisons politiques et des raisons économiques. Donc, ça prenait aussi la forme d'une sorte d'alliance de famille. Mais c'est pour des raisons politiques et des raisons économiques. Parce que quand un homme est d'un duché, une femme est d'un autre duché, et qui se marient, les deux duchés deviennent alliés, donc ils deviennent plus forts, aussi bien économiquement que politiquement. Vous voyez? Donc, si le roi, par exemple, enfin, si l'homme qui marie la femme, il est d'un royaume, et il est de la famille royale, et la femme aussi est d'une autre famille royale, quand les deux se mettent ensemble, c'est comme si ça crée un lien entre les deux familles royales, qui peuvent alors se soutenir. Mais ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Parce qu'on a vu des cas où le roi est marié à une femme qui est d'un autre royaume, et puis ce même roi-là, ça a fait la guerre à cet autre royaume-là. Ça a fait la guerre à ses alliés. C'est ce qu'on a vu en Europe. Il y a eu des cas comme ça. Il y a plein de cas comme ça. On a vu ça en Europe. Aller faire la guerre à l'Espagne alors que tu as épousé une fille de la famille royale d'Espagne. Aller faire la guerre à, comment on appelle ça, à l'Empire austro-hongrois alors que tu as épousé une fille de la famille des Habsbourg. Voilà ce que les Européens faisaient. Mais il y avait aussi donc cette alliance-là, hein, les familles princières qui se mariaient entre elles. Voilà. Et même jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de pratiquer ça. Hein. Ah oui, même jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de pratiquer ça. Voilà. C'est une réalité. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de pratiquer ça. Voilà, c'est les faits. Je crois que, comment on appelle ça, la reine d'Angleterre, son époux là, qui vient de décéder, hein, il est lié à l'ancienne famille royale de la Grèce et à la famille royale du Danemark. Oui. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça. C'est la femme qui apporte la dot chez les Européens. C'est la femme qui apporte la dot, ce n'est pas l'homme. Alors qu'en Afrique, c'est l'homme. Chez eux, c'est la femme. Il dit que ceux-là, il faut tout ce qui est contraire à ce que nous, Africains, on fait.
Donc chez eux, c'est la femme qui apporte la dot. Et la conséquence, c'est que par exemple en Inde, c'est la femme qui apporte la dot. Si bien qu'en Inde, quand un homme commence à avoir beaucoup de filles, 2, 3 filles, ça le met mal à l'aise parce qu'il sait que quand ces filles doivent se marier, c'est lui qui va apporter la dot. Donc, quelquefois, on a vu des cas d'infanticide de jeunes filles, de filles. Infanticide de filles. En Inde, cela se passe. Même encore aujourd'hui, il tue des filles parce qu'il se dit, ah, c'est lui qui sera obligé d'apporter la dot pour sa fille. Vous voyez? Donc, c'est bien malheureux. Et puis, en Europe, en Occident, avec la révolution industrielle que certains pays ont connue, le mariage est devenu une affaire de 2 individus. Parce que les couples se sont retrouvés isolés en ville, dans la grande ville. Et souvent, c'était dans les villes qu'il y avait les industries. Donc, avec l'urbanisation, bon, le couple se retrouve dans la grande ville. Et ils sont isolés, coupés souvent de leurs parents. Et donc, quand il y a un conflit, bon, les parents n'interviennent pas. Les parents n'interviennent pas. Souvent, même les liens avec la parenté sont un peu distendus. Vous voyez? Donc, le couple se retrouve l'un face à l'autre, l'homme face à la femme. Et même avec cette situation, on a vu maintenant des couples homosexuels. Vous voyez? Voilà. Parce que les individus sont un peu isolés, ça crée une sorte d'individualisme. Voilà, ça crée une sorte d'individualisme. Et alors, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Avoir recours à des conseillers matrimoniaux. Ils ont recours à des conseillers matrimoniaux. Mais ces conseillers matrimoniaux-là, c'est des conseillers. Ils ne se sentent pas obligés d'écouter ce que le conseiller matrimonial va dire. Mais alors qu'en Afrique, quand c'est les familles qui interviennent, attention, il y a l'autorité familiale, il y a l'autorité des parents. Oui, il y a l'autorité des parents. Il y a l'autorité des parents. Alors qu'en Europe, en Occident, mais le conseiller matrimonial, d'abord, on le paye. Il est payé pour le travail qu'il fait. Il est payé pour le travail qu'il fait. Mais en Afrique, là, quand les parents viennent intervenir, aussi bien les parents de la femme que les parents de l'homme, il y a l'autorité familiale, il y a l'autorité parentale. Donc, le couple est obligé de faire attention à cela. Donc, voilà, c'est ça l'effet. Voilà. Si bien que souvent, dans le système de ces couples-là, mais les ruptures se font et se défont. Excusez-moi l'expression, je veux dire que plutôt les mariages se font et se défont. Oui. Il y a tellement de divorces. Tellement de divorces. Et malheureusement aussi, on commence à voir ça un peu en Afrique. Quelquefois, il y a certains qui s'entêtent, qui ne veulent pas écouter ce que disent la famille, ce que disent les parents. Ils ne veulent pas écouter ce que disent les parents. Ouais. Et ça, c'est un problème. L'Afrique est un peu contaminée par cette façon de faire des Occidentaux. La rupture tellement facile des mariages. Ouais. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Voilà, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Voilà, je vous remercie. C'était, disons, une petite comparaison de la vision du mariage en Afrique et la vision du mariage en Occident. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. J'enseigne au département d'histoire de cette université-là. C'est à Abidjan. Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.